Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, ingénieur logiciel qui aurait voulu être un artiste. Et Jérémy Giraud, Engineering Manager et Senior Jira Architect. Tu sais que j'ai jamais utilisé Jira de ma life. Eh ben ça se trouve c'est bien, tu vois. T'aimes bien Jira ? J'adore. C'est pas le cas de tous les devs. La plupart du temps, quand je leur dis ça, ils font une grosse grimace. Non, je rigole. C'est le pire outil qui existe. Normalement, les managers aiment bien Jira. Non. Même les managers n'aiment pas ? Ouais. Non, mais qui aime Jira au final ? Jira, j'y vais. Bon, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien écoute, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Et il fait jour. Profitons-en. C'est vrai qu'on est gâtés à chaque fois. Il faudrait qu'on fasse des podcasts tous les jours, comme ça, il ferait un temps optimal. Donc qu'est-ce que tu nous as trouvé comme question pour aujourd'hui ? Bah écoute, aujourd'hui on a une cool question de Maxime qui est intitulée « Comment faire du pair programming ?» Et je vais la lire, elle n'est pas hyper longue. Au sein de mon entreprise, on apprécie le travail en équipe. Toutefois, lorsque l'on parle de travailler en binôme sur un même sujet, une user story, une feature, etc., il y a comme un hic. On ne fait pas de réel pair programming, mais chacun va prendre une tâche, la terminer de son côté, puis commit, review, merge, et souvent quelques conflits à résoudre. Première question sur 4. Comment mettre les choses à plat dans l'équipe ? Qu'est-ce qui est du pair ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? Question numéro 2. Dans la pratique, comment s'y mettre ? Comment organiser le travail en amont s'il y a plusieurs façons de faire du pair ? Comment choisir une ? Faut-il choisir une d'ailleurs ? Troisième question sur 4. Pendant que l'on fait du pair programming, que faut-il surveiller ou regarder pour s'assurer que ce n'est pas contre-productif ? Donc quels sont les indicateurs ? Et dernière question, faut-il insister lorsqu'on sent qu'une personne avec qui on binôme préfère travailler dans son coin ? Que penses-tu de cette question, Jérémy ? Moi je suis manager, mon rôle c'est pas de dire comment faire du pair programming, hein, c'est de dire mais pourquoi en faire, hein, 2 personnes sur un poste pour faire la même chose, c'est bien connu que ça sert à rien. C'est une perte de productivité. C'est la réponse souvent que les crafteux disaient, c'est ouais, dans ce cas-là, pour faire un bébé, tu mets 9 femmes et le bébé il met qu'un seul mois à faire. Ça, c'est la blague recurring. Bien sûr. Ok, déjà peut-être pour commencer, est-ce que tu as déjà fait du pair programming ou est-ce que tu bosses avec des gens qui font du pair programming régulièrement ? Pas trop dans ma boîte actuelle. Quand j'avais ma boîte, j'en faisais principalement avec des gens juniors sur des thématiques particulières, mais pas sur tous les sujets. C'était vraiment en demande pour moi. Ouais. Et t'aimais bien en faire ? Enfin, tu voyais des avantages à en faire ? Ouais, pour transférer des compétences, des pratiques ou des choses comme ça, je trouvais ça intéressant pour ma part. Après, je dirais le code, c'est la plus petite partie de notre temps, mais ouais, je pense que c'est important de bien le faire. Et souvent, c'est sous-estimer les petits choix qu'on fait dans le code et effectivement, la manière dont le pair programming peut nous aider à faire du meilleur code, entre guillemets. Donc je pense que c'est important de bien réfléchir à la manière dont on va résoudre un problème avant de se lancer et de se mettre d'accord avec la personne sur comment on va le faire. Et après, le pair programming nous permet de résoudre plus des problèmes de code que des problèmes de réflexion ou d'architecture. Ah, ça veut dire que la réflexion et l'archi, vous la faites pas en pair ? Si, tu peux le faire, mais du coup, c'est pas du pair programming. Je sais pas. Tout à l'heure, t'as pas dit que le programming, c'était... T'as pas besoin d'un écran et d'un clavier à ce moment-là, quoi. Ouais, fine. Pour moi, ça rentre quand même dans le cadre. Ok. En tout cas, il parle de binomage à un moment donné. Je propose qu'en fait, on part du principe que la question, elle porte vraiment sur le binomage. Que ce soit pas seulement la partie coding, mais aussi la partie réflexion. Ok. Ouais, pour ma part, du pair programming, j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait beaucoup avec mes collègues pour apprendre à faire du pair programming, ironiquement, quand j'étais coach craft et tech lead. Et je trouve que ça a plein d'avantages, mais c'est touchy parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le faire. Et il y a des gens, je pense, qui le font pas très bien. Et c'est pour ça que je suis content de cette question. Ça va être une bonne occasion de parler de ces points-là. Et j'ai envie de le placer aussi. J'ai un ancien confrère consultant qui me disait que lui, au-delà du pair programming, il faisait du mob programming. Donc il travaillait à plusieurs personnes, il codait à plusieurs personnes dans la même salle, plus que 2. Et il faisait ça en permanence chez son client. C'est-à-dire que t'arrivais le matin, tout le monde se mettait autour de la table, et toutes les tâches étaient faites en groupe, du matin au soir, tous les jours. Ouais. Alors je t'avoue que moi ça me fatiguerait personnellement, mais ça l'est, hein, c'est fatigant. Et après, il me disait que c'est un coup à prendre. Au début, t'es crevé, il faut faire gaffe, prendre des pauses, etc. Mais en vrai, il me disait c'était génial de bosser comme ça. Il n'y avait plus de zone d'ombre, tout le monde pouvait maîtriser tout, il n'y avait plus d'ownership individuel, quoi. Et c'était hyper productif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il disait on shippait, je sais pas combien de tickets par jour, ça déroulait de fou, quoi.
Ça dépend jusqu'à quelle échelle ça peut fonctionner, ce genre de truc. Ça marche peut-être bien à 5, à 6, à 10, Après, à il y a... 25. Je sais pas jusqu'où ça va. Après, je vais pas aller trop loin dans le sujet parce que là, il voulait parler plus de pairs. Hein. Mais juste pour placer l'info, en mob, en théorie, tu peux scaler jusqu'à beaucoup. Il y a juste des modalités différentes. Tu as des règles du jeu différentes que tu peux choisir d'adopter. Et en pair aussi, hein, d'ailleurs. Ok. On va essayer peut-être de répondre à sa première question. Comment mettre les choses à plat dans l'équipe? Donc, ce qu'est le pair programming. Alors là, nous, on a décidé que dans le cadre de l'émission, on va dire que c'est le fait d'être à deux sur un problème de développement. Ouais. Donc, non seulement le codage, mais aussi la réflexion en amont, voire l'architecture. Et donc, sous-entendu, c'est-à-dire qu'on a un ticket pour 2 personnes, plutôt qu'avoir chacun son ticket. C'est ça la grosse conséquence, quoi. Et ça veut dire qu'on est synchronisé, on bosse en synchrone dessus. Tu veux dire que tu as une tâche à résoudre et tu vas avoir 2 personnes qui vont devoir communiquer pour résoudre ce problème-là. C'est comme faire une réunion, quoi. C'est ce que les développeurs adorent faire le plus, en fait. Ah bah c'est sûr que c'est un mode qui est pas très compatible à aller t'isoler dans un coin avec tes écouteurs et aller à ton rythme, quoi. C'est sûr que c'est pas... Alors je peux essayer de donner peut-être Bah non, la définition, on l'a donnée. Bah, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, effectivement, ce qui est important pour mettre à plat les choses, c'est de définir ce que ça va être le pair programming. Peut-être que ça va être résoudre le problème de bout en bout, peut-être que c'est juste regarder le code ensemble, ça dépend des boîtes ou des environnements, effectivement. Nous, on a dit ce que c'était pour nous, mais comment mettre les choses à plat, effectivement, je pense que c'est important de le faire avec son équipe. Et comment, dans la pratique, comment s'y mettre. Donc ouais, effectivement, définir la manière dont on veut travailler ensemble. Moi, j'allais un peu au naturel, hein. J'allais me poser à côté de quelqu'un, je lui dis ça te dit qu'on bosse au sujet de cette tâche-là, et voilà, on se posait, on réfléchissait, on codait. Mais peut-être que toi, tu as des pratiques un peu plus structurées sur comment s'organiser pour travailler à deux, comme il disait, comment organiser le travail en amont. En gros, l'approche non structurée, elle peut bien marcher si les 2 personnes elles ont envie de pairer et qu'elles voient un intérêt à pairer. Ce qui m'amène à la première question qui n'est pas mentionnée, mais qui, à mon avis, est super importante, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de pairer? On a parlé de review et de merge, c'est le classique GitHub Flow où chacun bosse dans son coin, tu fais une pull request qui est relue par quelqu'un d'autre et ensuite elle va être mergée. Moi, une des raisons qui me poussait à faire du pair sur certaines tâches, c'est que des fois ce process il est hyper chiant. Surtout quand tu fais des grosses tâches qui mènent plusieurs jours à faire ta pull request et qu'à la fin la review peut être longue et pénible pour la personne qui est en face. Et potentiellement le process de retoucher ta paire jusqu'à ce que la review passe, de prendre du temps, du défocus, parce que généralement tu as commencé à bosser sur une autre tâche avant que la review soit faite. Et au final, le context switching te coûte plus cher que ce que tu as gagné avec le confort de bosser tout seul, quoi, je trouve. Et ça peut être une bonne excuse ou une bonne raison d'aller vers le pair pro. Il y en a sûrement d'autres. Tu as parlé de passer des connaissances, c'est clairement une bonne raison d'en faire aussi. Le comment s'y mettre, soit tu peux effectivement y aller comme tu fais là, on se met à 2 sur l'ordi et on résout un problème ensemble. Ça, je pense que ça marche bien quand les 2 personnes reconnaissent qu'il y a un problème et qu'il vaut mieux le tacler à 2. Après, là où ça peut être touchy, c'est que parfois les 2 sont pas forcément hyper d'accord de le faire. Typiquement, quand tu sais qu'il y a une passation d'informations à faire, peut-être que la personne n'est pas hyper ravie de savoir qu'elle n'est pas aussi bonne que l'autre sur un sujet. Et donc là, ça peut être plus touchy. Et un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est que tu es une personne qui monopolise le pair programming. C'était déjà arrivé? Non, pas vraiment. T'as de la chance. C'est pas très agréable quand ça arrive. Quand t'en as un qui prend le clavier et qui part dans un monologue de code pendant 2 heures, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as l'autre qui décroche, en fait. Ouais. Et ça, du coup, ça ruine l'intérêt de faire du pair programming. Je pense que ça fait partie des éléments à surveiller, regarder, pour s'assurer que ce n'est pas contre-productif. C'était une des questions qu'il avait posées. Je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que tout le monde est impliqué dans le travail. Il n'y a pas quelqu'un qui a décroché comme ça. Toujours faire un petit check-up toutes les minutes ou quoi. Et parce que c'est fatigant aussi. Il y a un moment où tu peux vouloir dire « Ok, on fait un break » ou voilà. Et que tu expliques ce que tu fais. Ouais. Parler, que t'es pas en train de tapoter sur ton clavier en mode autiste, limite avec le casque, et pas pouvoir recevoir ce que l'autre... Hyper important comme point. Là, tu tires un tapis rouge pour une méthode que je recommande très souvent d'appliquer, qui s'appelle le strong style. C'est-à-dire que quand tu perds, c'est une des manières de faire. Il y a plein d'autres manières. Et celle-là, je l'aime bien, parce que justement, elle force à déconnecter le cerveau des doigts et à recréer ce canal de communication. Le strong style, ça consiste à dire que quand tu perds, chaque personne de la paire a un rôle à un instant donné. Tu en as un qu'on appelle le pilote, et l'autre qu'on appelle soit le copilote, soit le navigateur.
Alors, pilote ou driver, hein, ça dépend de plusieurs mots pour représenter. Le pilote, il va être au clavier. Par contre, quand tu es en strong style, la personne qui est au clavier, c'est pas celle qui décide de qu'est-ce qu'on fait. Okay. En gros, tu décorrèles la prise de décision de l'écriture du code. Donc c'est le navigateur qui va dire, bon, je propose que notre prochain step d'évolution sur le code, ou sur les décisions architecturales ou whatever, ça va être de faire tel mini-problème, de résoudre tel mini-problème, et on va le résoudre de telle manière. Et en fait, le pilote, il va être dans un rôle d'exécution. C'est-à-dire que c'est lui qui va passer de l'ordre à « Ok, je vais transformer ça en code ». Alors évidemment, ça reste, il y a une couche poreuse entre les deux. C'est-à-dire que la personne qui est au code, elle peut challenger la direction, et à l'inverse, la personne qui guide, elle peut challenger le code. Okay, c'est juste que par défaut, les rôles, ils sont diffusés comme ça, et tu les fais tourner très régulièrement. Toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, ça dépend du tempo. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord en début de session. Et que tu peux évidemment changer en cours de session. Et le but de ça, c'est que déjà, tu stimules pas les mêmes parties du cerveau. Et tu évites de tomber dans un travers où la personne devient expert du code et elle est débranchée de la stratégie de ce qu'on est en train de faire. Les deux sont obligés de penser stratégie et les deux sont obligés de penser code puisque les rôles vont tourner. En fait. Et donc, ça garantit que tu es engagé à tout moment dans le pairing. Et ça, par contre, vu que c'est particulièrement fatigant à faire, parce qu'on n'a pas l'habitude de décorréler son cerveau des doigts, c'est hyper important de faire des pauses régulièrement pour avoir le temps de respirer un petit peu, plus que quand tu codes seul, je trouve. Ok, c'est intéressant. De toute façon, je pense qu'il y a toujours un moment où quelqu'un doit être vigilant comme ça au fait que tu restes dans ton objectif. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir avoir des indicateurs. Est-ce que tu es en train de résoudre le problème initial ou est-ce que tu es en train de dériver donc voilà, c'est important de mesurer aussi le résultat, entre guillemets, et de voir si tu arrives à accomplir ton objectif. Comme on avance pas mal, j'ai envie d'embrayer sur la dernière question, mais faut-il insister lorsqu'on sent que la personne avec qui on binôme préfère travailler dans son coin ? Bon, je sais pas, nous connaissant un peu, je pense que la réponse est évidemment oui, il faut le forcer. Mais j'aime pas le père, mais ta gueule, j'y vais quand même du père. C'est comme ça qu'on fait. Ah, le pire truc. Faut-il insister ? Non mais elle est pas évidente cette question parce que évidemment non, faut pas insister. C'est quand même là, on est entre humains, donc il faut qu'il y ait un consentement quoi sur la manière de bosser. Mais en même temps, t'as des cas où ça peut arriver que t'as des gens qui soient complètement en perdition dans une équipe quoi. Ouais. Parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, ou ils sont en défocus permanent. Ouais. Et donc ces personnes-là, des fois, elles ont besoin d'être cadrées, tu vois. Ouais. Et le pair programming, c'est une manière de le faire. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi la personne refuse de travailler avec nous. Déjà, est-ce que tu as surveillé ton haleine CF épisode numéro 2 ou 3, je sais plus. Non, mais ouais, déjà questionner peut-être le pourquoi. Ouais. Ça se trouve, il y a une bonne raison, ça se trouve, il n'y a pas vraiment de bonne raison. Il y a peut-être des alternatives au pair programming qui permet de travailler en binôme, mais pas forcément sur la partie code. Ça peut être en amont et laisser la personne faire le code si ça lui plaît au final. Ouais, clairement. En tout cas, une chose est sûre, il y a des gens qui n'aiment pas faire du pair programming. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu des expériences malheureuses dans le passé ? Peut-être qu'en structurant un peu mieux, comme on l'a décrit plus tôt, ça pourrait mieux se passer. Peut-être qu'en parlant du pourquoi on le fait et du comment on le fait en amont, ça peut aider aussi. Les indicateurs, on est passé un peu vite, mais t'as quelques trucs aussi pour éviter que ce soit contre-productif. C'est fixer quel est l'objectif. Un objectif pas trop poussé, surtout au début. Oui. Bah, moi, un truc que je vais reprêcher ma paroisse, mais un truc qui marchait très bien en pair programming, c'était de faire du TDD, du Test Driven Development. Parce que ça a l'avantage de justement te forcer à te poser ces questions de quel est le micro-objectif qu'on va essayer de tacler en premier avant d'aller au deuxième micro-objectif. Et ça le rend, en plus, ça le matérialise parce que ton objectif, il est écrit sous forme d'un test et donc sous forme de code qui est visible à l'écran. En fait. Ouais. Donc ça te force à savoir et ça te permet de savoir à quel moment on dit attention, je pense que ce qu'on est en train de faire, ça va pas dans le sens de l'objectif qu'on s'était fixé. Ouais. Parce que parfois, en tant que dev, on a tendance à dire tiens, je vais en profiter pour refactorer ce truc ou pour partir dans une tangente. Ouais. Et il y a un terme qu'on répète assez souvent quand on fait du pair, c'est YAGNI. Ça veut dire, c'est un acronyme anglais qui veut dire You are not gonna need it. Yes. Des fois, tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, il n'y en a pas besoin tout de suite. On pourra peut-être le faire plus tard. Et donc, on s'arrête tout de suite et on se remet sur les rails. Oui, je pense que c'est important, effectivement, quoi qu'il en soit, d'exprimer les résultats attendus concrètement. Donc, si la personne ne veut pas travailler en binôme, va falloir lui exprimer les attentes. Et c'est peut-être pas forcément
Enfin, un user scénario ne décrit pas nécessairement ça de manière exhaustive. Comment, pourquoi, exactement. Peut-être les construire avec elle dans un premier temps. Bah, en vrai, tu peux pairer sur plein de trucs. Nous, quand je bossais comme coach tech, je recommandais de se poser avec le PO ou le PM, hein, la personne qui représente le produit, en tant que dev, et dire bah, quand l'objectif est pas clair, tu te poses avec elle, tu poses des questions et tu poses surtout des exemples. Qu'est-ce que le soft est censé faire dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, etc. Et ça, c'est une forme de pair programming aussi, sauf que tu n'écris pas du code. Au mieux, tu écris des tests. Et au pire, tu écris ton US, en fait. Ouais. Tu écris ta user story. Mince, les réunions, c'est du pair programming, en fait. Bah, en vrai, si tu sors avec quelque chose de concret, Bah ouais. tu as co-construit quelque chose, donc on pourrait presque le faire entrer en pair programming. Ouais, à ce stade de la discussion, je me rends compte qu'en fait, on est parti d'un scope très large de qu'est-ce que est le pair programming. Ouais. Et je pense que pour répondre à Maxime, ce qui peut être pas mal, c'est de définir sur quel périmètre on veut pairer, en fait. Ouais. Peut-être qu'on veut pairer juste sur la partie review, et chacun code sa feature, Ouais. mais au lieu de faire des reviews en asynchrone, comme on fait dans les projets open source, bah, en fait, la review, vous pouvez la faire à deux, et vous dire, bah, c'est quoi, on se met dans une salle, et on relie la PR ensemble. Ouais. Ouais. Et c'est ceux qui vont pas, on code tout de suite les fixes ensemble, en fait. Ouais. Ça, il n'y a pas des allers-retours. C'est horrible quand tu fais des reviews où il y a 4 allers-retours de Ouais. questions, de fixes. Tu revois Ah, pas ça le bout. ça m'est souvent arrivé, effectivement. Quand je vois une PR qui arrive, d'aller voir la personne et de dire, bon, on va revoir la PR ensemble, et plutôt que je te fasse 50 commentaires, qu'il y a des allers-retours dans tous les sens, on va travailler un petit peu dessus, ta solution, elle est bonne, mais il y a quelques ajustements à faire, viens, faisons-le ensemble. Ça montre aussi une certaine implication de la personne Yes. qui amène des commentaires, quoi. Et c'est une réponse à la deuxième question de comment s'y mettre. Peut-être que vous pouvez commencer par pairer sur les reviews. Au moins, ça les change pas trop de leurs habitudes. Ouais. Et une fois que vous voyez que ça marche bien, vous pourriez remplacer carrément la review par faire du pair programming sur la réalisation de la feature. Parce que si la feature, vous l'avez faite à deux, ça veut dire qu'il y a eu deux paires d'yeux sur le code qui a été écrit. Et donc, en théorie, il n'y a plus besoin de faire une code review formelle. C'est bien de relire votre code avant de le fusionner. Ouais. Vous relisez ensemble, mais ça va aller beaucoup plus vite puisque vous l'avez co-construit. Je vais ajouter un dernier petit truc. Je pense que le pair programming, c'est quelque chose qui est assez fatigant. Et Clairement. il faut essayer de cibler des objectifs concrets et assez restreints pour que ça puisse être fait sur une période de temps qui est limitée. C'est-à-dire, si tu proposes de pair programming sur une feature géante qui va durer une semaine, ça va peut-être être extrêmement fatigant. Tandis que si tu dis, on va pair programmer cet après-midi et accomplir la feature, c'est cadré, ça permet d'avoir un objectif concret, tu vois, on parlait d'indicateurs, et de s'assurer que ça va pas fatiguer la personne, et on va pouvoir le reproduire, le multiplier, tandis que peut-être se dire on va pire programmer pour pire programmer, se poser une semaine ensemble dessus, fatiguer tout le monde, Clairement. ça va être une mauvaise expérience, ça va pas donner envie. Donc commencer par des expériences vraiment petites et cadrées, pour essayer de voir comment nous on se projette vis-à-vis de ça, et ensuite étendre, ça peut être intéressant. Et j'ajouterais faire une rétrospective, même très courte, en fin de session pour dire comment ça s'est passé, comment tu te sens, est-ce que tu es fatigué, frustré, énervé, satisfait, je sais pas. Et le but étant de dire si jamais on était amené à repérer demain, la semaine prochaine, dans 3 mois, qu'est-ce qu'on changerait dans le format pour être soit aussi bien, soit mieux que l'état dans lequel on est à la fin de la session. Ok, ça fait plein de choses. Ouais, je pense qu'on a évoqué pas mal d'éléments. Est-ce que tu penses qu'on a bien répondu aux questions de Maxime ? J'imagine qu'il a au moins quelques éléments pour commencer à essayer de faire ça sur son poste, s'il le souhaite. Si on devait synthétiser de manière hyper courte ce qu'on a dit, est-ce possible ? On n'a pas bien réussi, en tout cas, déjà à être suffisamment court pour l'épisode. Ouais, l'épisode va être un peu long, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est souvent le même plan. C'est pourquoi on le fait, quel est le problème qu'on veut résoudre. Commencer sur un petit scope, comme toute méthode qu'on veut mettre en place. S'assurer que tout le monde est consentant. Éventuellement, définir un format. Est-ce qu'on veut faire du strong style, pas du strong style, quelle va être la durée, tous les combien on fait des pauses, tous les combien on change de rôle. Faire une rétro à la fin pour savoir si c'est bien passé et qu'est-ce qu'on veut changer. Et savoir aussi si jamais il est question de convaincre des gens de le faire, sur quelle partie du workflow on veut se placer. Est-ce qu'on veut faire la review, seulement la review en pair programming ? Est-ce qu'on veut faire la documentation ou l'architecture en pair programming ? Est-ce qu'on veut faire vraiment la feature en pair programming ? Ça peut valoir le coup de commencer par un petit scope, par exemple que la review, pour commencer à habituer les gens à le faire. Et progressivement, peut-être demain, remplacer les reviews par des séances de pair coding. Oui, je pense que ce qui est important, c'est vraiment
tout du long communiquer avant, pendant, après. Clairement. Voilà. Et c'est un très bon muscle, c'est dur au début, mais c'est un très bon muscle à activer que de séparer le brain to keyboard et donc de forcer cette étape de communication entre la pensée et le code qu'on écrit. Excellent. Bon, en tout cas, Maxime, n'hésite pas à nous dire comment la situation a évolué. Est-ce que vous êtes mis à faire du pair programming chez vous? Pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poster sur notre formulaire ajo.ovh/SAV. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, ou vous pouvez inclure votre nom pour qu'il soit mentionné pendant l'émission. C'est vous qui choisissez. Merci infiniment Jérémy, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. Merci Adrien et merci à tous les auditeurs. J'ajoute vraiment pour cet épisode qu'on est ravis de recevoir vos questions, donc n'hésitez pas et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Carrément, à dans 2 semaines. Salut.